Bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance. On s'est juste eu un tout petit peu au téléphone, mais du coup, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Oui, alors je vous ai appelé parce que j'ai un problème qui m'empoisonne l'existence depuis un moment maintenant. Et donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment passer le cap et demander de l'aide. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et je voudrais que vous m'aidiez, si c'est dans vos compétences, à surtout ne rien changer du tout. Ça peut vous paraître surprenant, mais parfois, si on regarde bien, c'est exactement ce qui se passe dans les demandes des clients dans la thérapie. Et si on ne prend pas le temps de voir derrière le discours et de comprendre vraiment la demande, à ce moment-là, on va droit dans le mur et la thérapie ne sera qu'une mise en scène de répétition. Et ces demandes, telles qu'elles sont formulées lors de la première rencontre, peuvent être de 4 types différents. Et ce que l'on va voir ensemble, c'est que les 3 premiers, s'ils s'installent, vont entraîner la thérapie dans quelque chose de redondant et d'inefficace. Et donc tout l'objectif, ça va être de transiter vers la 4e forme de demande dont on parlera à la fin de cette vidéo. Mais je vous propose de tout de suite commencer par la première, suivez-moi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire si jamais vous êtes intéressé pour avoir des vidéos qui traitent de psychologie, de thérapie et plus particulièrement de l'approche systémique. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de parler des différents styles de demande tels qu'elles vont s'adresser au thérapeute lors de la première consultation. Tout l'intérêt de cette conceptualisation, qui est celle de Yara Domitnofal et du Dr Reynaldo Peron dont ils parlent dans leur ouvrage que vous connaissez par cœur maintenant si vous suivez déjà les vidéos, qui s'appelle Provoquer le changement. Je vous mettrai un lien dans la description comme d'habitude. Donc ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, on va aborder chacun des grands types de demandes, chacun des 4 grands types de demandes, pour en arriver au dernier qui, rappelez-vous comme je l'ai dit dans l'introduction, est celui qui est le plus opérationnel. Mais gardez en mémoire que dans la majorité des cas, les demandes, telles qu'elles s'adressent dans les premières consultations, ont plutôt rapport avec les 3 premiers types. Donc du coup, tout l'intérêt de cette conceptualisation, c'est de pouvoir repérer beaucoup plus efficacement, plus clairement, quel est le type de demande qui s'adresse à vous si vous êtes dans une posture de travailleur social ou de thérapeute par exemple. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la première forme, le premier style de demande, qui va être acquitter un mandat. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Vous voulez pas quitter le manteau, vous mettre un peu à... Non, c'est bon, vous inquiétez pas, moi je vais pas tarder à aller, j'attends juste que vous puissiez me signer le papier. Ok, ça va, vous inquiétez pas. La personne qui va venir, pour d'une certaine manière s'acquitter d'un mandat, n'a pas de demande explicite. Elle fait acte de présence d'une certaine manière. Et dans la rencontre avec l'intervenant, en général, ce que va faire le client, c'est qu'il va donner une définition du problème, où il va élaborer sa demande en fonction de la manière dont elle est définie par une instance extérieure. Et cette demande-là, en fait, elle va être liée à une contrainte, soit explicite, ça peut être le cas, par exemple, d'un juge qui va ordonner à un moment donné qu'il y ait une injonction de soins, et donc du coup qui va forcer une personne à venir dans un espace thérapeutique, qui va forcer quelqu'un à aller se faire soigner. Et elle peut être implicite dans le sens où ça peut être lié à la pression qui va être exercée par un groupe familial ou par un conjoint ou une conjointe. Vous savez, ça va par exemple être le cas en thérapie de couple d'une personne qui va venir acquitter un mandat dans le sens où elle vient pour l'autre, parce que si jamais elle ne vient pas dans l'espace de la thérapie, l'autre lui a fait la menace implicite ou explicite de la quitter, et donc du coup elle va venir à ce moment-là, mais n'a pas de demande explicite. Donc la personne qui vient consulter, vous voyez, le fait par obligation, parce qu'elle se sent obligée. Donc du coup, il n'y a pas du tout le même investissement dans le travail. Et cette personne va manifester en général un message explicite à l'intervenant de participation au processus, mais un message implicite de grande réserve. Donc du coup, l'obligation de travailler avec l'intervenant va être le problème majeur de cette personne-là. Et donc du coup, elle va pouvoir venir se présenter selon 2 styles relationnels différents, soit en position complémentaire haute, soit en position complémentaire basse. Si jamais vous êtes intéressé par cette notion en particulier, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'avais fait sur la chaîne et qui parle notamment de cette différence entre position symétrique et complémentaire et qu'est-ce que c'est la position haute et la position basse. Donc du coup, une personne qui se présenterait en position haute, ça va être celle qui va venir et qui va demander tout de suite à ce qu'on lui signe un papier, à ce qu'on lui acquitte son mandat pour bien signifier qu'elle a participé au processus, mais elle ne s'investit absolument pas, voire elle va critiquer, elle va dire que de toute façon ça lui paraît injuste ou impertinent et qu'elle
qu'elle n'a absolument pas l'intention de participer au-delà de sa simple présence dans l'espace. Ou alors la personne va le faire en position basse, c'est-à-dire que explicitement, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle est d'accord avec la définition du problème telle que la propose l'intervenant, qu'elle veut bien participer activement au processus, mais dans la réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prolonge des longs silences, qu'elle va répondre aux questions très brièvement, par un oui ou par un non. Donc du coup, il y a une dissonance entre sa position officielle de coopération, de collaboration, et sa position officieuse de réserve. Mais même au-delà de la thérapie, c'est une position que vous pouvez retrouver par exemple dans des groupes de travail ou dans des réunions, vous savez, ça va être ces personnes qui viennent faire acte de présence, mais qui ne participent absolument pas aux réflexions, qui viennent acquitter un mandat, elles viennent là parce qu'on leur a demandé d'y être, mais ça ne les intéresse absolument pas de participer. Ah ça c'est vrai, ça vous intéresserait pas de participer? Ah mais c'est pas possible, ça j'ai pas envie de participer. Du coup dans ce cadre-là, on pourrait dire que les motivations de non-adhésion au processus sont l'objet du travail qui devra être fait par l'intervenant. Et donc du coup l'objectif à ce stade-là, ça va être de construire une définition du problème avec le client qui soit différente du mandat initial qu'il a amené. C'est bon, on n'a plus besoin de moi, je peux... Maintenant, le deuxième style de demande que vous pouvez observer, c'est ce que l'on va appeler faire part. C'est-à-dire communiquer quelque chose à quelqu'un, le lui faire savoir, l'en informer. Ce style de demande, en général, dans le langage commun, on appelle ça aller vider son sac. Et donc dans ce cas de figure-là, la demande du client consiste à venir faire part de ses difficultés, de ses souffrances, venir faire part des problèmes qui l'occupent, mais sans volonté de recherche de solution. On peut dire dans ce stade-là, d'une certaine manière, que le client a vécu en symbiose avec son problème, si bien qu'il ne cherche pas forcément à s'en défaire, ou qu'il n'imagine pas qu'il puisse s'en défaire, et ce qu'il vient chercher, c'est une connotation positive de sa capacité d'endurance à affronter les problèmes, à venir affronter les difficultés que son problème lui pose. En fait, le client vient chercher un agrément, un soutien de la part de l'intervenant qui va venir confirmer les choix qu'il a fait. Il veut vérifier que ce qu'il a mis en place, même sans succès pour résoudre son problème, était adéquat, que ce qu'il a fait était juste. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en faisant part, néanmoins, il va venir d'une certaine manière rigidifier sa position et le problème va continuer à se spécialiser et à se consolider. Pour reprendre les notions de position haute et de position basse, vous pouvez avoir les clients du coup qui se présentent dans une position haute, qui vont venir en exigeant une écoute de la part de l'intervenant parce que c'est dans leur bon droit, soit parce qu'ils viennent payer pour ça, soit parce que l'intervenant est mandaté pour cette capacité ou pour cette compétence d'écoute, et donc du coup on va exiger ça, que l'autre s'assoie en face de nous pour écouter ce dont on lui fait part. Et si jamais à ce moment-là il a l'impression qu'on ne l'écoute pas ou alors qu'on n'est pas suffisamment attentif, il ne va pas hésiter à le rappeler. Mais ce qui peut se passer du côté du thérapeute, c'est que ça cloisonne dans une attitude passive de réception, que ça augmente un sentiment d'impuissance et que par conséquent, soit ça provoque de l'ennui, et donc du coup on finit par même plus écouter ce que la personne en face nous dit, soit ce que ça va provoquer aussi potentiellement, c'est une certaine forme d'agacement vis-à-vis du fait que l'autre va répéter sans cesse la même chose en substance, en donnant des détails différents, en prenant des anecdotes différentes, mais au fond, il ne fait que répéter quelque chose encore et encore. Donc du coup, ça peut créer un état de tension vis-à-vis du client qui, de son côté à lui, va neutraliser toutes les tentatives de développement de l'intervention. Donc ça va se résumer par le fait que le client vienne en disant, en substance, je vais vous raconter ce que je vis, je vous décris le détail de l'étendue de mon problème, mais je n'attends pas vraiment une réponse utile de votre part, surtout si elle devait s'opposer à mon avis. Et vous pouvez aussi avoir des personnes qui se présentent cette fois en position basse, qui vont être dans une posture d'impuissance vis-à-vis des problèmes qu'elles vous exposent, et qui vont se présenter en tant que victimes. Donc du coup, elles vont bien adhérer aux définitions ou aux présentations du problème que pourrait faire l'intervenant, mais il n'y a pas de mise en action, il n'y a pas d'implication au-delà du fait de faire part. Donc du coup, ça va être en substance regarder, constater, comme je suis en train de subir, comme je suis une victime, comme je suis impuissant, comme je ne peux rien faire dans cette situation. Et si la demande reste figée dans le faire part, l'intervention va au bout d'un moment tourner en rond et va stagner. On va maintenant passer au troisième type de demande. Et ce troisième type de demande, c'est ce qu'on va appeler déléguer. En gros, dans ce type de demande, je vais confier mon sac à problèmes au thérapeute pour qu'il les règle lui-même. Donc à travers la demande de délégation, le client va venir confier son problème soit au thérapeute, au travailleur social, à l'institution dans laquelle ils peuvent travailler. Faut arrêter de nous le mettre le samedi dans la cour de récré. Je veux dire, l'école elle est fermée. Vous êtes fermé le samedi? Et le dimanche, vous faites un truc le dimanche? Pour qu'il résolve son problème. Vous pouvez observer des formes de délégation en position haute, c'est-à-dire qu'on va venir confier une responsabilité à un intervenant ou à un système, et on va venir s'autoriser à lui demander des comptes ensuite.
Il estime qu'il est dans son bon droit de réclamer une amélioration de la situation sans pour autant participer activement à la recherche de solutions. Il va demander des comptes, des résultats, ou au contraire va se plaindre du fait que l'intervention stagne. Vous avez vu les derniers résultats scolaires de mon fils, hein, dans son bulletin? Français 3, 2 en maths, 1 en chimie, c'est un compte à rebours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce gamin, moi? Il va s'attendre à ce que le professionnel accepte la définition du problème telle qu'elle est définie par lui-même, et qu'il s'attaque à la résolution de ce problème-là en particulier, et qu'il mette en place les actions envisagées par lui comme s'il était un fonctionnaire à son service. Pour vous donner un exemple, ça peut être un parent qui accompagne son enfant chez un ou une orthophoniste pour un problème de langage, comme un bégaiement, et qui va ensuite attendre des résultats, qui va venir demander pourquoi est-ce qu'il n'obtient pas ce qu'il a demandé ou qu'il n'obtient pas les résultats attendus. Et si le professionnel a plutôt une intuition altruiste, il va en général accepter cette responsabilisation et ensuite se charger de la culpabilité de la situation si jamais elle n'avance pas, si jamais elle n'évolue pas. Vous verrez, les différents styles d'intuition du thérapeute vont être en corrélation étroite avec le concept que l'on voit aujourd'hui, et j'en parlerai très bientôt sur cette chaîne. Vous pouvez aussi avoir un autre style de délégation qui va se faire en position basse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le client vient proposer son problème à l'intervenant et il va accepter absolument tout ce que ce dernier va lui proposer. Le risque dans cette position-là, c'est que le client ne va pas venir développer sa propre capacité fonctionnelle. Il ne va pas développer sa propre compétence à résoudre les problèmes qui se présentent à lui dans le futur, et par conséquent, il y a un risque très important de fidélisation de ce dernier. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que le client va ensuite avoir besoin de son thérapeute à ses côtés pour l'aider à résoudre tous les problèmes de son quotidien, tous les problèmes de son existence. Alors que le principe de l'intervention stratégique, c'est justement de venir dans un espace bien délimité dans le temps pour ne pas se rendre indispensable à l'équilibre du système que l'on accompagne. Alors maintenant, je vous propose de passer au 4e style de demande qui, je vous le rappelle, est celui que l'on va chercher à construire avec les personnes qui viennent consulter. Les personnes peuvent se présenter lors des premiers entretiens avec un des 3 types de demandes, et toute l'idée de l'intervention, ça va être de les aider à transiter vers le 4e type que l'on va appeler résoudre. Et les clients qui se présentent ou qui arrivent à une optique de résolution sont en général ouverts à une redéfinition du problème en termes résolvables. Ils vont donner des informations en ce qui concerne l'état de tension qui est généré par l'écart qui existe entre l'état souhaité et l'état actuel, et surtout ils vont s'impliquer activement dans la recherche de solutions dans une position qui est beaucoup plus égalitaire avec l'intervenant. Et à partir de là, il peut vraiment y avoir une co-construction, une mise en commun des savoir-faire, des compétences de l'un, de l'autre, pour pouvoir aller ensemble dans la même direction. Et cette attitude va permettre le développement d'une stratégie d'intervention. Dans ce cadre-là, l'intervenant va être un facilitateur, un activateur des compétences du système client. Et si la tension qu'il occupe est liée à ce décalage qui existe entre l'idéal qu'il projette et la réalité qu'il est en train de vivre, toute l'idée, ça va être de construire quelque chose qui soit raisonnablement atteignable, de construire un objectif qui ne soit pas dans une projection idéalisé, mais dans quelque chose de réalisable. Ces 4 formes de demande que l'on vient de voir ensemble ne sont pas figées dans le temps. Il est possible qu'un système client, qu'une famille qui vient consulter, qu'une personne passe de l'une à l'autre, et vous avez compris que toute l'idée c'est d'en arriver à la dernière position, résoudre. Si c'est un couple qui vient consulter ou une famille, vous pouvez avoir les différentes personnes qui en sont à des niveaux de demande différents. Si on prend l'exemple d'un couple, vous pouvez avoir une des 2 personnes qui est en position résoudre et l'autre en position d'acquitter un mandat. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Bah, l'autocar. Question con, ça. Mais si je prends l'exemple d'une famille, vous pouvez par exemple avoir un parent qui est dans une demande de résoudre, l'autre qui est dans une demande de délégation, et puis les enfants, un des 2 par exemple, qui va être dans s'acquitter d'un mandat ou dans faire part. Là vraiment toutes les combinaisons sont possibles, et tout l'intérêt de cette conceptualisation, c'est de venir repérer de manière claire, de manière limpide, dans quel type de demande vont être les différentes personnes qui viennent consulter, pour pouvoir les accompagner vers le 4e type. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Avant de partir, je vous propose un tout petit exercice dans lequel je vais vous demander d'analyser le type de demande que je vous fais. La définition du problème, telle que je vous la propose, c'est que pour que la vidéo que vous venez de regarder soit proposée à d'autres personnes, il est essentiel qu'il y ait le maximum d'interactions possible, c'est-à-dire qu'il y ait des pouces en l'air si jamais vous l'avez apprécié, qu'il y ait des commentaires. Donc à partir de ce constat, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?